Et les dates glissant, fils spirituel et rebelle, Oui. hein, de Césaire. Ah oui, tout à fait rebelle. Mais comme Césaire est un rebelle, donc Oui. son fils ne peut pas être un suiveur, ça n'aurait pas de sens. Alors en effet, les dates, nous les connaissons, mais nous connaissons celle de Césaire, peut-être un peu moins celle de Glissant. Donc Césaire, c'est 1913-2008, bien sûr. Glissant, 1928, hein, ils ont 15 ans de différence, et hélas, pour nous tous, Glissant est mort à peine 3 ans après Aimé Césaire. Donc Glissant est mort en 2011, hein, au moment de sa mort d'ailleurs, ici à Impression, hein, j'avais parlé du IVe siècle, voilà, bien sûr, pour célébrer Édouard Glissant. Donc voilà, Césaire meurt en 2008 et Édouard Glissant 3 ans après en 2011. Et ils ont 15 ans de différence, et Glissant a eu Césaire comme professeur de français en Martinique. Voilà, je le rappelle, c'est toujours... Enfin, comme professeur, c'est important. Alors, oui, vous disiez... Alors, aujourd'hui, en effet, je ne vais pas parler d'un livre, mais je vais quand même parler d'un texte choisi, si vous voulez bien. Allez-y. Oui. Pas de rupture entre Césaire et Glissant, parce que... mais continuité, une insurrection poétique. Voilà. Chez Alors, tous les deux. je ne suis pas du tout une spécialiste d'Aimé Césaire, comme les personnes qui vont venir tout à l'heure. En revanche, je pense être une bonne spécialiste d'Édouard Glissant. Alors, c'est vrai que souvent on dit Glissant n'était pas dans le mouvement de la négritude, il s'est opposé à Césaire, ils ont envoyé tout ça bouler. Peut-être pas, justement. Et peut-être que ce que fait Glissant par rapport à la négritude, c'est la prolonger, mais l'ouvrir à la créolisation. Oui. Alors, ce qu'on peut peut-être penser, mais Et ce bien qu'il appelle évidemment, la littérature monde aussi. voilà, hein. et passer en effet de quelque chose, alors dans lequel Césaire est moins important peut-être que Senghor, hein, je parle sous le contrôle des grands spécialistes qui sont dans mon dos, mais où peut-être Césaire est moins important ou moins partie prenante peut-être que Senghor qui est la francophonie, et qu'Édouard Glissant en effet récuse, non pas par rejet ou en disant on en a assez, mais pour dire justement cette francophonie maintenant il est temps qu'elle s'ouvre. Le français de France, n'oublions pas, je rappelle à chaque fois, n'a pas seulement écrasé le Peul, le Wolof ou le Bambara, il a écrasé aussi le breton, l'alsacien, l'occitan, le basque, hein, de ce côté-là, voilà. Et donc, en fait, et Glissant le dit, revenir aux langues nationales de toutes les nations, de tous les pays du monde, hein. Donc, qu'au Sénégal, en effet, on puisse écrire, lire et traduire les grands textes en langue wolof, par exemple, mais en français, en France aussi. Hein. Donc voilà, il est là-dedans, Édouard Glissant. Il est dans ce qu'il a appelé, alors dans un manifeste, en effet, qui a été publié lui aussi, qui a été publié en 2006, donc, et qui était un manifeste de laisser la francophonie ou de passer de la francophonie à ce que Glissant et d'autres avec lui ont appelé la littérature monde. Oui. Et encore, je répète, pas par négation de la francophonie, mais pour dire, voilà, nous sommes dans des mouvements, nous sommes dans des chaos, ça sont les mots d'Édouard Glissant, dans des tourbillons en effet. Il y a eu ce temps nécessaire, et maintenant nous passons à un autre temps, puisqu'en effet, ce qui n'était pas tout à fait encore le cas quand Césaire et Senghor commençaient à écrire, nous sommes maintenant à une époque, à la mondialisation. Et ça, je dois dire, c'est tout à fait important. Glissant avec sa littérature monde et son tout monde essaie justement de faire un contrepoids au capitalisme, au libéralisme tueur d'hommes et de femmes et d'humanité en parlant justement de cette mondialité qui est humaniste, elle. Alors, les rapports entre relations entre Césaire et Glissant, justement, il y a ce texte produit par Glissant à la mort de Césaire. Voilà, exactement. Alors il y a un texte magnifique, et en fait c'est le texte choisi d'aujourd'hui, si je puis dire, que Glissant a publié, donc tout à fait peu de temps avant la mort de Césaire, excusez-moi, avant, oui, Glissant est un prophète, mais pas juste avant, non, juste après, pardon, la mort de Glissant. Avant, je voudrais vous lire, de Césaire, la réaction d'Édouard Glissant tout de suite en apprenant la mort de Césaire, hein, dès l'annonce de la disparition de Césaire, Glissant fut cependant le premier que nous avons appelé. Ça, c'est un site... voilà. Alors, et voilà ce que dit Césaire, ce que dit Glissant. Je ferai la confusion jusqu'au bout, voilà. Les prises de position de Césaire, écrit Glissant, c'est d'abord l'insurrection de l'imaginaire poétique, formulation extrême de la révolte et de l'affirmation de soi. Intellectuellement, c'est le refus de la convenance qui accompagne la soumission. Et c'est surtout la passe vers le monde à travers l'Afrique retrouvée et la diaspora africaine. En ce qui concerne les Martiniquais et les Antillais, il s'agissait pour Césaire, et nous avons été d'accord, de revaloriser la part africaine de notre identité, part méprisée, rabaissée, démontée par le colonisateur.
Et il me semble que ce qui est important là, c'est quand Édouard Glissant écrit la part africaine. Parce que Glissant dit, alors je reprends ces mots, nous qui sommes antillais, que ce soit martiniquais et guadeloupéens, nous avons certes une part africaine, mais pas seulement. Nous avons aussi une part américaine, nous avons une part caraïbéenne, des Caraïbes, des personnes qui étaient là avant, les Blancs et les Noirs, si j'ose dire, une part indienne très importante. Et donc, puisque vous savez qu'il y a des Guadeloupéens ou des Guinéens, ou des, Guadeloupéens et des Martiniquais qui ont une peau très noire et des yeux très bleus. C'est-à-dire que c'est, voilà, Édouard Glissant dit, au-delà du métissage même, dont parle Senghor, il y a quelque chose qui est beaucoup plus grand et plus profond, et qui est la marche du monde, qui est la créolisation. Et la créolisation, c'est pas le métissage entre les Noirs et les Blancs, c'est ce grand brassement des peuples, qui fait qu'en effet, nous sommes tous multiples. Alors, Glissant dit, par exemple, dans ce texte magnifique sur la passion du poète, il dit, en effet, Césaire a mis en valeur cette racine puissante qui est sa racine africaine. Mais ce n'est pas la seule de ces racines. Et, écrit Glissant, toujours dans ce texte magnifique, personne n'a de racine unique. Et ça, je crois qu'il faut bien le rappeler. Personne n'a de racine unique. Mon ami, enfin je l'appelle ami parce que il est à Paris, et puis que j'ai tellement milité pour les sans-papiers à Paris, j'ai trouvé ça tellement monstrueux. Quand je pense que Nicolas Sarkozy avait même interdit, c'est-à-dire que nous, les Français qui aidions les sans-papiers, on était passibles d'emprisonnement. Mais je crois que Valls a annulé ça. On ne pouvait pas héberger les sans-papiers, on ne pouvait pas les aider, sinon on allait nous-mêmes en prison. Bon. Mon ami Majid Ba, qui est Peul, n'a pas une racine unique. Voilà. Donc, exactement. Et c'est ça qu'écrit Glissant en parlant de créolisation. Voilà, si je puis dire. Voilà. Oui. Alors, je ne sais pas si on peut conclure, Véronique, en parlant de ce colloque de 2012 quand même, à Paris, de l'Institut Tout Monde, Saint-Jean-Perse, Césaire, Édouard Glissant. Exactement. Je voudrais dire que de son vivant, donc Édouard Glissant a fondé à Paris, enfin il y a un siège à Paris, mais c'est surtout tourné sur le monde caraïbéen, comme il dit, mais Paris, de ce point de vue, fait partie du monde caraïbéen, ça bien sûr, a fondé un institut du tout-monde qui, depuis sa mort, a été repris par sa femme Sylvie Glissant et par d'autres écrivains, intellectuels, lecteurs. Voilà. Et il y a eu un colloque, en effet, en novembre, là très récemment à Paris, qui s'intitulait en effet Saint-Jean-Perse, Aimé Césaire, Édouard Glissant. Voilà, pour ces grands écrivains du tout-monde que sont... alors, ce que sont ces trois écrivains. Ce que je voudrais juste rajouter, peut-être en effet que la mienne aura le temps tout à l'heure, c'est dire que ce texte de 5 pages que Glissant a écrit sur Aimé Césaire est un chef-d'œuvre littéraire. Voilà, comme quoi on n'a pas besoin d'écrire 200-300 pages. C'est-à-dire que tous ces airs est là, condensés dans des phrases complètement éblouissantes. Oui, par exemple, Ah, merci Sada. Ah, merci, parce que vraiment... je suis comble devant les belles phrases. Ah oui, alors, il faudrait tout lire, mais la mine, peut-être que tu en liras d'autres extraits. Chaque ligne. Bon. Alors, peut-être que tu en liras tout à l'heure. Moi, je voudrais en lire un petit peu. Je vais les appeler, alors ils vont venir sur le plateau. Mais je voudrais juste... Voilà, je vais lire le petit passage sur... Voilà, ça va être rapide. La fréquentation des surréalistes, en particulier l'amitié avec André Breton et Paul Éluard d'une part, ainsi que les rapports très intimes avec Léopold Sédar Senghor et avec le peintre cubain Wilfredo Lam, d'autre part, nous aident à comprendre qu'il y a là une connivence entre des poétiques occidentales modernes de contestation et de révolution du langage et des poétiques nègres dont les inspirations, la puissance du rythme, le merveilleux, la démesure, l'humour, la fusion originelle et la fondation cosmique de la parole, ainsi que les procédés d'accumulation, d'assonance, de vertige, se rencontrent sans se confondre. Césaire n'est surréaliste que parce qu'il a fondé dans sa négritude et non pas le contraire. Et Glissant dit, je m'arrête là, que il parle du cahier d'un retour au pays natal, bien sûr. Le texte est publié en Provence, dans une revue intitulée Volonté, qui de ce fait est devenue historique. Et donc Césaire a fait jaillir ce texte comme d'un puissant coup de pied dans la terre, pourtant lointaine, le cahier d'un retour au pays natal, que nous mettrons tout de suite au rang des lois qui ont précédé en 1917, et des feuillets diplômés qui suivront en 1943 de la
résistance française. Très bien. Voilà. Donc toujours pour dire... procédé de... Voilà. de Césaire voilà. Des voilà. Mais passons tout de suite. On va encore parler de poésie puisque nous allons parler de ceux qui veulent le faire. Hein? Liliane Castelot, vous voulez dire avant de venir sur le plateau? Allez-y. Je trouve très très louable et j'apprécie énormément comment dirais-je, l'hommage éclairé que Glissant a apporté après la mort de Césaire à son maître, celui qui avait été son maître. Il ne faut tout de même pas oublier que les rapports entre les deux hommes ont été très mauvais pendant exactement à partir du moment où Césaire quitte le Parti communiste, n'est-ce pas? Et où alors le mouvement de la créolité s'est carrément dressé. Hein? Oui. Les enfants se sont dressés contre le père et ça a été très douloureux pour Césaire. C'est normal. Ça n'a peut-être pas été très douloureux pour les enfants, oui. Mais pour le père, ça a été extrêmement douloureux. Et cela jusqu'à la fin. Très bien. C'est douloureux toujours, mais si les enfants ne se dressent pas contre leur père, ils meurent, les enfants. Bien. Vous savez, Liliane Castelot. Voilà. Et ça fait du mal à tout le monde. Venez, Liliane Castelot. Mais c'est la vie. Sur le plateau, un honneur et un plaisir de vous recevoir. Venez avec Amadou Ba, avec Lamine Samb, qu'on parle de... Nous sommes arrivés à la troisième partie de cette émission Impression et nous continuons le débat que nous avions commencé à l'occasion du centenaire de la naissance d'Aimé Césaire qui aurait eu 100 ans cette année 2013. Pourquoi d'ailleurs nous avons intitulé cette partie Le siècle de Césaire. Sur le plateau, j'ai de gauche à droite Lamine Samb, Madame Liliane Castelot et Amadou Ba, qui sont tous des spécialistes de Césaire, qui connaissent bien Césaire, qui l'ont enseigné à des étudiants depuis de longues années. Et Liliane l'a enseigné à tout le monde, apparemment, Césaire, n'est-ce pas? Alors, n'est-ce pas? Alors, nous allons parler... la dernière fois, peut-être qu'on va commencer par parler de la puissance de l'expression de Césaire en tant que poète, parce qu'on a parlé la dernière fois de torrents, on a parlé des éruptions volcaniques, et même vous avez dit, Liliane, que Césaire, c'est vous qui avez dit que Césaire met en transe. Hein? Voilà. Donc c'est un style qui vous prend, qui vous saisit. Oui. J'aimerais bien sûr vous remercier et des STV là de nous permettre de poursuivre le débat sur Césaire. C'était tellement important et de faire partager notre passion à l'égard d'Aimé Césaire. Pourquoi nous souhaiterions vraiment reprendre le débat? C'est parce que la fois passée, je pense qu'on n'avait pas bien posé les présupposés et les préalables qui permettent d'écrire et de comprendre la poétique de Césaire. Que si Césaire est un poète engagé au sens plein, sens existentiel de tout son corps, de toute son âme, qui mobilise toutes les langues pour pouvoir exprimer une situation historique particulière. Et nous n'avons pas celle d'un descendant d'un aiguisé qu'on a tant aimé. C'est cela qui est, je pense, ce sont les éléments de Césaire. Puis, les Antillais qui ont subi le total. Césaire même dit j'aimerais donner la parole, si vous acceptez, donner la parole à Césaire un tout petit peu. Ce peuple d'abîmes, peuple de cauchemars, peuple nocturne, amant des fureurs du tonnerre, demain plus haut, plus large. Peuple. J'aimerais aussi donner la parole à Césaire en tant que poète. Lui, comment se voit-il, lui, Aimé Césaire comme poète, inspecteur des déshérences, testeur des fidélités, n'agréant du quotidien commerce qu'avec les espérances inaperçues et les vastes souvenirs, à bout de bras, hors bout, à bout de cœur, hors peur. Donc, d'un côté le peuple des Antilles, de l'autre la mise pour
savants-là de Césaire pour dire que ce peuple, le peuple les descendants ont subi le déni d'existence et le déni d'humanité le plus puissant qu'il y a eu au cours de l'histoire. Ouais. Alors, c'est ça qui façonne l'écriture de Césaire. Qu'est-ce qui caractérise vraiment fortement, je demande à Sam et Mme Liane, qu'est-ce que l'écriture césarienne? C'est la force d'expression. Elle est assez incomparable, n'est-ce pas? Il a une force d'expression, il a une capacité incantatoire à certains moments, imprécatoire à d'autres moments, n'est-ce pas? Il a ce côté verbal, prophétique que Hugo avait, que les grands poètes français ont eu. Hein. Il n'y en a pas beaucoup de poètes qui avaient ce volume, hein, volume verbal, parce qu'évidemment, on le lit, on l'entend fort, parce que ces mots sont forts. Hein, ces mots nous bouleversent. Mais, comme dit très bien Mamadou, il y a un problème chez Césaire, c'est, je dirais, la pression. Ces mots sont forts parce qu'il a une forte pression, une pression intérieure. Chez lui, la fonction de la poésie, c'est pour relâcher la pression. Pourquoi il y a seulement le discours sur le colonialisme? Des vers, pas des vers, de la poésie. Quel est son besoin de faire de la poésie? Mais je suis obligé de couper Liliane là sur la pression, oui. Parce que sur sa tombe Césaire, oui, la pression atmosphérique, son poème, la pression atmosphérique, ou plutôt l'historique, agrandit démesurément mes mots, même si elle rend somptueux certains de mes mots. C'est ça que Césaire a fait inscrire sur sa tombe. La pression atmosphérique, oui. C'est ça, c'est assez imagé. On voit cette pression qui fait que c'est un homme tourmenté. Tous les Antillais ne sont pas comme ça. Hein. Oui. C'est quand même un phénomène. Tous les Antillais ne sont pas comme ça. Moi, je connais au contraire énormément d'Antillais gays, gentils, superficiels, spirituels, tout sauf tragique. Oui. Alors, là, il me semble, c'est cet homme avec cette écriture tourmentée, l'écriture d'un écorché à vif. Alors, ça nous touche quand même malgré tout. Mais oui, hein? C'est tellement extraordinaire que quand vous êtes possédé par Césaire, parce que je dois dire qu'il s'agit carrément d'une possession. Vous êtes possédé par Césaire. Moi, chaque fois que je parle de Césaire, vous voyez, j'ai envie de me mettre sur la table et puis de me mettre torse nu et de sautiller, quoi. Je vous assure, c'est extraordinaire, cette transmutation. Lui-même en parle. Hein. C'est la trans dont il parle. Voilà, donc on ne saura jamais dire à quel point. Et je crois que c'est Breton qui a mieux campé justement cet être-là de Césaire, comme on dit. C'est-à-dire qu'il y a chez lui, c'est un chalumeau, c'est une cuve humaine, voilà, c'est exactement ce que et quoi qu'on également ajouter à ce que Césaire également a été influencé par les surréalistes. Et principalement, vous avez commencé à en parler la dernière fois. Bon, et c'est évident que l'écriture automatique des Bretons, des Éluards, l'a fortement marqué également. Parce que c'est dans des associations d'images, justement, qu'il y a le jaillissement, le surgissement même. Et à ce niveau-là, bon, par exemple, je donne l'exemple d'Éluard, qui disait la terre est bleue comme une orange. La terre est bleue comme une orange, un alexandrin. Vous comprendrez d'ailleurs plus tard, quand vous y arriverez, quand vous ferez cette émission sur Senghor, lui aussi s'est mis à dire l'émotion est nègre comme la raison hélène. Bon, les gens qui n'ont pas compris cet alexandrin-là et qui, à longueur de journée, en parlent. Bon, donc, je veux dire simplement par là que, influencé par cette technique de l'écriture automatique, qui consistait à laisser libre cours à sa plume, sans restriction aucune,
sans restriction aucune. Et c'est pourquoi il arrive même à un moment donné dans le cahier où Césaire casse la baraque en disant « Vumroho ». Il n'avait plus de mots. Il arrive à un moment donné où il est carrément un sorcier, quoi. Vumroho a charmé les serpents. Vumroho, mais c'est quelque chose d'incroyable. Hein, bon, et ça, franchement, cet aspect de l'écriture automatique de Breton a fortement, je dis bien fortement marqué et Senghor, et Césaire, et Damas. D'ailleurs, il disait à l'époque, imitant en cela Prévert, blasphémant même, notre Seigneur qui est aux cieux, restez-y. Et nous resterons sur la terre qui est parfois si belle. Oui, c'est ça. Bon, c'est vous dire à quel point ces gens étaient complètement c'était des fêlés, quoi. Pour ne pas être trop trivial. Donc voilà un peu un premier aspect de... Mais ce qui est déterminant, c'est cette force de révolte, évidemment, comme vous le dites tout bien, et comme le comprend Césaire Lantier, comparativement à Senghor, c'est vraiment la révolte des gens dominés. Il le dit tout le temps. Bon, je n'ai pas pu développer ce que j'avais voulu dire sur la situation d'écriture, mais je ne reviens pas dessus. Parce que si je reviens comme dessus, si on ne se rend pas compte que la poésie de Césaire s'écrit à partir de la cale du bateau négrier, s'écrit à partir de la plantation. C'est une poésie de la plantation et de la transplantation. C'est des gens transplantés, privés de tout, privés de religion, privés de langue, privés de culture, privés de tous les attributs qui font la civilisation et qui font l'humain. C'est à partir de ça qu'il écrit, et donc son écriture, c'est une écriture de la riposte et de la contre-attaque. Mais voilà pourquoi, pour ne pas vous couper, Césaire dit que la poésie est l'unique mode d'affranchissement dans le combat contre les forces qui l'oppriment, qu'elles soient sociales, économiques, philosophiques ou religieuses. Vous voyez déjà, il y a un peu excessif quand même. Oui, hein? C'est un peu excessif quand même. C'est un homme excessif. C'est Césaire qui le dit. Je le cite textuellement. Et qui est assez l'autre face. Parce que donc on a cette agressivité, on a cette violence, on a la poésie comme instrument de combat, instrument, arme miraculeuse. Mais aussi, en sens, chez Césaire, des espèces d'effondrements intérieurs. Hein? Et à ce moment-là, la poésie lui sert tout simplement, je dirais, de refuge. Et on y trouve, autant on a des moments d'exaltation et des moments de n'est-ce pas, de vitalité, autant à d'autres moments, on est tellement déprimé que c'est difficile à croire. Tout cet effort qu'il fait, à certains moments, retombe. Et ça donne des textes comme celui-ci. Pensée, éboulis d'abri, rêve, boiterie, désir, segment de sarment. Ce sont des oiseaux tombants, retombants, accueillis par le surcroît de cendres des volcans, hors sens, hors usage, hors gamme. À preuve, les grands fagots de mots qui dans les coins s'écroulent. Les mots ne lui suffisent pas. Même ça ne suffit pas. Rage, ravage, coup de chien, coup de tabac, coup pour rien. Autant tracer des signes magiques sur un rocher, sur un galet, pour exercer leur patience. À vrai dire, j'ai le sentiment que j'ai perdu quelque chose. Une clé, la clé, ou que je suis quelque chose de perdu, rejeté, fort jeté, au juste par quel ancêtre? Inutile d'accuser la dérive génétique. Vaille que vaille, la retrouvaille. Vous voyez, ces moments vraiment écrits dans Moi la Minaire. Oui, Moi la Minaire. 1104. Moi la Minaire, oui. Alors que, vous voyez, les deux pôles de la poésie de Césaire, c'est ça. Oui. Je n'ai pas pu parler de la force de frappe, je ne sais pas si c'est la peine de revenir là-dessus, mais c'est une écriture émoutière. On a l'impression, quand on lit Césaire, qu'il se charge de tous les projectiles qui sont là et qu'il les balance, comme une sorte de pavés là, de pavés de négativité qu'il balance. Et l'écriture de Césaire est souvent une écriture. À l'impression que il y a une sorte de cri, d'illumination, de cri, et on reçoit ça de plein fouet.
Oui, alors ces deux versants que vous venez de présenter, dont vous venez de parler de son écriture, et puis la dernière fois aussi, et Lamine Samb aussi, qui a... La dernière fois, on a parlé aussi Césaire hermétique, mais très lyrique en même temps, voyez-vous. Et Lamine Samb, vous avez adapté le cahier, hein, vous l'avez fait jouer au Gabon, dans le pays d'Afrique. Ça a permis de mieux comprendre, qui a quitté son île natale avec volupté, dit-il, et qui revient triomphal et s'installe dans la verticalité d'un homme debout. Alors, j'ai été aidé dans l'adaptation que j'ai faite par Madame Kesselout, mon prof, ici présente, et puis par Bernard Zadizaourou, et puis Ngandou Khassama. Bon, voilà les trois... Bon, moi j'ai suivi, j'ai pas été très révolutionnaire en fait. J'ai suivi un cheminement tout à fait logique. Je l'ai adapté sur 3 raz de marée, à la place de 3 tableaux, 3 actes. Bon, j'ai donc fait 3 raz de marée. Aujourd'hui, j'aurais peut-être changé les 3 raz de marée en 3 tsunamis, quoi, pour mieux correspondre à Césaire. C'est carrément la naissance dans une Martinique de misère. Bon, c'est une partie qui correspond au refrain tant connu, tant chanté au bout du petit matin, ou en visière comme cela, on scrute l'horizon. Donc j'ai mis dans cette partie-là tous les passages descriptifs qui ne sont pas des descriptions de la réalité, hein, c'est pas du réalisme. À tout le moins, la maison familiale dont parle Césaire n'est pas sa maison. Bon, donc, une description au-delà du réel, quoi. Plus que le réel, c'est un plus du réel. Et c'est cela qui me fonde donc à mettre dans cette première partie-là toutes les horizontalités, quoi. Je veux dire, la misère dernier cri, quoi, de la Martinique, là où il y a franchement quelque chose d'indescriptible. Ensuite, et là, sur le plan scénique, effectivement, j'ai adapté les lumières, j'avais des lampes torches, j'avais des lampes à pétrole, des lampes exactement, où vraiment c'était carrément le obscur, quoi. Bon, lumière de l'aube, au bout du matin, quoi. Bon, ensuite, il y a la deuxième partie, le deuxième raz-de-marée, c'est le départ de l'île et la révolte généreuse. Il y a une séquence du cahier qui est tout à fait explicite à ce niveau-là, c'est quand il dit partir. Et comme il y a des hommes hyènes et des hommes panthères, je serai un homme juif, un homme hindou de Calcutta, un homme de Harlem qui ne vote pas, l'homme insulte, etc. Donc cette partie-là, qui correspond au départ de l'île et à la révolte généreuse. Bon, je n'invente rien, elle est là à côté de moi. Elle n'a qu'à me rectifier. Bon, et puis c'est donc ce passage à l'Europe, le nègre du tramway, etc. Et puis le troisième raz-de-marée, c'est carrément le retour à l'île et la victoire finale, où il y a ce debout, ce refrain debout. Debout sur le pont, debout dans la cale, debout sur les... je ne sais pas comment il continue à le dire, mais en tout cas, debout, prédilection, c'est le manque pratiquement de cette partie-là. Et voilà un peu comment je me suis arrangé pour adapter ce poème-là. Je n'ai pas suivi la linéarité du poème, hein, pas du tout. Je l'ai complètement désarticulé. D'ailleurs, Césaire, s'il était informé de cela, il m'aurait reproché d'avoir suivi une certaine forme de linéarité. Je l'ai complètement désarticulé, son poème. Je n'ai rien mis dedans de plus, mais c'est tout Césaire. Mais Césaire, comme je le perçois et comme je le sens. Oui, alors vous avez dit, j'ai discuté avec vous pour faire cette émission-là, vous dites, Césaire quand même n'est pas aussi révolutionnaire qu'on le dit, c'est un révolutionnaire de salon, dites-vous, mais quand même... Oui, parce que bon, la dernière fois, on a eu une petite discussion ici, moi j'ai parlé de la question de l'indépendance, la sempiternelle question de l'indépendance. Madame Kesselout a donné une explication, mais enfin, moi, ce que moi je pense toujours, hein, c'est que je considère qu'il n'avait pas le droit de ne pas réclamer l'indépendance. Parce que, vous savez, moi je ne suis pas d'accord avec Sékou Touré, hein, paix à son âme, mais Sékou Touré a dit une phrase qui me paraît essentielle pour un homme. Il dit, nous préférons, nous, en Guinée, la liberté à la pauvreté que l'opulence dans l'esclavage. Mais c'est à peu près, hein, je cite de façon approximative, je ne sais pas si je suis exactement... Bon. Non, on ne peut pas laisser entendre
mettre ensemble Césaire et révolutionnaire de salon. Non, c'est oui, je veux bien, mais pour l'adorer comme je l'adore, je n'en suis pas moins dupe. Je considère que ça, c'est carrément, vraiment, il a été important avec ça écrit. Bon, très bien. J'ai ici le discours sur le colonialisme, où je pourrais vous dire un passage qui est pourquoi je le dis. Parce que, quand même, il n'avait pas le droit de réclamer l'indépendance peuple à lui, sous prétexte que ce peuple ne voulait pas de l'indépendance. Ça, franchement, il faut nourrir un peuple quand on est responsable. Hein, ce à quoi n'a pas justement. Après ça, il faut nourrir un peuple. C'est des raisons politiques autrement plus complexes qui ont au bout de ces... Césaire était déjà de 50 ans. Tu vois, Césaire était... Sékou Touré en avait 22 ans, ça explique son... comment dire, audace. Oui, hein? Dites-moi, Liliane, cette position qu'on fait, c'est vrai, les gens le font tout le temps de Césaire, de Senghor, c'est la réaction, c'est la révolution. Qu'est-ce qu'il veut dire là, hein? Quand on les oppose un peu, Césaire, tel qu'on le décrit, Senghor, est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est juste, je veux dire? Oui. Est-ce que c'est de dire Césaire, c'est les révolutionnaires, Senghor, c'est pas juste. C'est pas juste. Mais c'est sûr que Césaire est certainement plus révolté que Senghor. Autre histoire. Simplement. Parce qu'il a une autre histoire. Hein? Senghor n'a pas de même raison d'être révolté que Césaire. Oui. Hein? Maintenant, révolutionnaire, Césaire a quand même été pendant 14 ans membre actif du parti. Ça veut quand même bien dire sur le changement. À ce moment même, les communistes, même aux Antilles, les communistes ne voulaient pas de l'indépendance. Hein? Bon, que voulez-vous? Je crois que c'est quand même difficile. C'est un démocrate. Sékou Touré n'était pas. Césaire est un démocrate. Et étant élu du peuple, il ne se voyait pas prendre une décision qui allait manifestement contre les désirs exprimés du peuple. De toutes les Antilles, il y avait peut-être, je ne sais pas moi, une centaine ou 200, peut-être 1000 personnes qui voulaient l'indépendance, et pas le reste. Hein? Bon, moi, je n'ai jamais défendu Sékou Touré. Moi, je pense que là, je veux que ce soit très clair. Moi, je ne défends pas Sékou Touré. Au contraire, Sékou Touré, c'est carrément... Hein? Oui. Cahier retour, le cahier, j'ai du doigt Christophe. Alors, la poésie vers le théâtre, je veux dire. Voilà, hein? Il parle comment vous l'expliquez cela? Comment il faut faire comprendre aux élèves, aux étudiants? Rien que sa poésie. Dialogique. À tout bout de champ, il parle à quelqu'un. Hein, il parle de lui, je ferai ceci, je ferai cela. Et il s'adresse à nous sans arrêt, n'est-ce pas? Vrai, en vain marmonnez-vous. En vain mûrissez-vous dans vos gorges tièdes que nous sommes des marmonneurs de mots. Et il parle à nous. Je m'accommode. Vous vous accommodez de moi, je ne m'accommode pas de vous. Ouais, hein? Accommodez-vous. Alors, ensuite, quand nous arrivons avec les chiens, c'est des espèces de matériaux, mais qui est déjà une pièce. D'ailleurs, c'est simple, on l'a très vite passé en pièce, on l'a très vite, sans difficulté. Et ça se fait déjà à quel moment? Avant 50, tout ça. Tout ça se fait avant 1950. Le chien se taisait, c'est à ce moment-là. Ce qui est extraordinaire dans le théâtre de Césaire, c'est que pratiquement les quatre pièces de théâtre qu'il a écrites sont pratiquement toutes des tragédies. En dehors Elles sont toutes des tragédies. Oui, toutes des tragédies. C'est vous dire à quel point ce monsieur était tourmenté, quoi. Bon, dans ça qu'elle correspond. Et même dans son théâtre, dans sa dramaturgie, on retrouve la poésie, encore une fois. Il est parti de la poésie pour... C'est ce que j'allais dire. Il ne fait pas de différence. Les pièces de théâtre, il les présente comme des départements de la poésie. Exactement. La mise en scène des problèmes de la poésie, mais qu'il rend plus pédagogique et plus compréhensible
pour la grande population. Parce que les communistes de l'époque lui reprochaient d'être trop compliqué, pour quelqu'un qui se réclame du peuple, d'être trop compliqué. Donc il y a une volonté didactique qui est derrière la création politique. Comme quoi, c'est comme une île, Césaire, une île poétique. Hein, il a beau se tourner à gauche, à droite, il a beau être traversé par les vents furieux de l'Atlantique et tout, mais il reste poète, quoi. Oui. Bon, au-delà de son parcours politique, de son parcours de dramaturge, il est toujours resté poète. Oui. Alors, des manifestations ici à Dakar marquent quand même le 100e anniversaire de cette naissance, ce siècle-là. Nous arrivons à la fin de cette deuxième évocation de 30 minutes. Alors, je voudrais que chacun vous disiez en 2 mots brièvement pour conclure. Hein, qu'est-ce que vous avez à dire sur ça? Mais moi, je conclus un peu... Pour ne pas oublier, oui, j'ai beaucoup de choses à dire, donc il faudrait une 3e émission parce que encore c'est passé totalement à côté de ce que je voulais dire. Bon, mais enfin, j'ai déjà dit. Non, peut-être que quand je pense à Véronique Pétetin, que Yanamariste, l'esprit Yanamar, ce sont de lointains descendants de Césaire, peut-être. Mais mon idée, c'est que ce que tu as dit la fois passée, tu n'as pas dit le mot, mais le mot, c'est Césaire a pour nous une valeur prophylactique. Oui. Ça, prophylactique, c'est-à-dire qu'il nous empêche de tomber dans l'arbinisme. C'est dans son texte, dans le texte, les principes, comment dire là, on a l'impression que dans le texte, les principes respirent, que Césaire nous pousse vers le sens des principes. Et il faut, je ne vais pas terminer sur moi, je termine sur Césaire. Oui, il faut bien que je le dise. Césaire, nous savons que le salut du monde dépend de nous tous, que la terre a besoin de n'importe lequel de ses fils. Nous savons que l'œuvre d'un homme n'est pas terminée, c'est ça qu'il écrit. Hein. Oui. Autrement dit, il montre la voie d'une action pour le monde noir, parce que c'est bien, quand il dit nous, c'est bien le monde noir. Oui. Hein. D'une action qui doit encore se réaliser. Hein. Il montre la voie. Vous parlez des manifestations qui doivent avoir lieu. Il faut dire que dans quelques jours, entre le 20 et le 22, on aura le colloque de la francophonie, qui seront toutes les manifestations sont orientées sur Césaire. Hein? Il y aura entre autres la pièce de théâtre, je crois, qu'on va remonter des extraits du roi Christophe. Oui. Il y aura l'intervention aussi des députés. N'est-ce pas? Parce que c'est quand même un des longs de députés à l'Assemblée de France, représentant la Martinique. C'est celui qui a fait le plus longtemps avec Monerville, n'est-ce pas? Et puis il y aura aussi encore un débat sur Césaire, poète, qui aura lieu le 21 au Méridien à 13h30. À 15h30. Merci. 15h30 au Méridien. Et à notre manière aussi, nous avons participé à cet événement. Dernier mot. Dernier mot. Parlons, s'il te plaît, Lamine. Je vais dire rapidement, il s'agit d'André Breton par rapport à Césaire. C'est ça court. Oui, très, très court. Oui. André Breton a trahi Césaire. Et je le dis, c'est dans le livre de Pierre Brunel, dans lequel livre d'ailleurs il y a une contribution de Mme Kesselout, à la page 1266. C'est à propos il s'agit d'un avant-propos pour une exposition d'art océanien qui s'est tenue à Paris en 1948. Sans que rien qui ait trait à l'exposition ne l'y incite particulièrement, Breton se lance sous prétexte qu'il est selon lui devenu urgent de choisir son camp entre les deux, c'est-à-dire l'art africain et l'art océanien, dans une comparaison entre l'art océanien et l'art africain qui vise à enseigner et à condamner le second. L'art africain ne présente dorénavant à ses yeux variations sans pitié sur les apparences extérieures et des animaux. En d'autres termes, l'Afrique n'aurait rien d'autre à proposer au monde qu'un réalisme primaire. Et donc il écrit. Oui. Peut-être tu peux rappeler ça. Oui. Non. Ça c'est Breton. Je tenais à vous remercie. Oui, je vous remercie, Liliane Casteleu. Il me semble d'être revenu parler de terre. Oui. Vraiment, merci. Donc, je rappelle que voilà cahier dont on parlait. Je vous remercie d'être venu. C'est une explication du cahier. Ah oui, l'explication du cahier par Liliane, voilà. Qui est vendu à l'Harmattan. Voilà.
Je vous remercie. Merci les élèves qui sont venus avec Antaga. Merci ceux qui sont venus rester avec nous, participer à cette émission. Je vous donne rendez-vous en 15 jours pour une autre émission Impression.